retraité, j'ai travaillé dans l'environnement pendant une trentaine d'années à titre professionnel et depuis peu, je suis secrétaire général de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Alors l'association Eaux et Rivières de Bretagne, c'est une association qui est née il y a plus de 55 ans, qui au départ avait une approche sur les grands poissons migrateurs, le saumon, la truite de mer, et qui, soucieuse de la préservation de leur milieu, s'est intéressée à intervenir sur la qualité des rivières, puis s'est élargie très rapidement aux problématiques de qualité de l'eau potable, de dégradation de l'état des rivières, puis des algues vertes, et puis en même temps qui s'est posé des questions sur la quantité de l'eau, puisque, notamment dans l'Est régional, les prélèvements dépassaient les capacités du milieu, donc il y a eu des barrages de construits. Vous voyez bien que l'eau est un tout, aussi bien dans notre gestion des espaces naturels que dans notre gestion au bout du robinet. Donc c'est l'ensemble de ces aspects qui mobilisent les adhérents d'Eaux et Rivières, soucieux d'avoir un environnement préservé, une eau de qualité, et je dirais vivre avec une ressource qui ne se dégrade plus. Oui et non. Non, en ce sens qu'en plein hiver, vous aurez de l'eau dans une rivière en Bretagne. Oui, parce qu'au regard de nos besoins, nous sommes déjà en tension. L'année 2022 a très bien illustré le fait que si on voulait maintenir un minimum nos rivières vivantes, il fallait faire très très attention. En gros, on est passé à une dizaine de jours de la rupture, dire de devoir ne plus mettre assez d'eau potable par rapport à la demande dans plusieurs secteurs de la région. Donc, comme en plus un certain nombre d'acteurs économiques aimeraient bien utiliser encore plus d'eau, on arrive aux limites de l'exercice. De l'eau, on en a besoin pour notre consommation de particuliers, on en a besoin pour les activités agroalimentaires, on en a besoin pour l'industrie, on en a besoin pour les touristes, on en a besoin en agriculture, et la somme de ces besoins ne doit pas dépasser ce que l'on peut prélever dans nos rivières, sinon on met en péril la vie de la rivière. La vie de la rivière, c'est aussi la qualité de l'eau qui s'y trouve. Comme nous utilisons une eau que nous voulons de bonne qualité pour la rendre potabilisable, la boucle est bouclée. Si on prélève trop, on n'y arrivera plus et on sera dans une situation impossible. Pour nous, l'essentiel, c'est d'essayer de revenir vers un meilleur équilibre entre ce que l'on peut prendre et ce que le milieu est capable d'assurer, le tout avec un nouveau défi qui est le changement climatique. Parler de l'eau qu'on va prélever, ça nécessite, je dirais, de voir comment ça fonctionne. Il y a d'abord la pluie qui tombe, elle tombe sur un sol. Ce sol, il y en a une partie sur laquelle l'eau ruissellera et ira directement à la rivière, une autre partie qui va descendre un peu dans le sol et qui rejoindra la rivière avec un petit peu de temps de décalage. Le sol lui-même va stocker de l'eau, notamment l'hiver. Il va stocker de l'eau parce qu'il y a un peu d'argile dedans, pas beaucoup en Bretagne, mais il y a des endroits où il y en a. Et surtout parce qu'il y a la matière organique du sol, l'humus du sol. Donc le sol va stocker l'eau et va permettre aux plantes d'utiliser ce stock d'eau pour pousser. Donc vous voyez bien qu'en période de végétation, le sol va fonctionner un peu comme le réservoir entre l'eau qui tombe et les plantes qui utilisent l'eau à la fois pour se former, pour grandir et pour se rafraîchir. Quand il fait chaud, la plante elle va évaporer pour maintenir une température. Nous suons, la plante, vous ne le voyez pas, mais elle évapore de l'eau. Et puis, le reste de l'eau va s'infiltrer vers les eaux souterraines qui vont rejoindre les rivières après un temps qui va se mesurer cette fois-ci en mois et en années. Donc, vous voyez, tout ceci se régule. Si vous réduisez la quantité de matière organique dans les sols, vous aurez moins de capacité de stockage,
vous aurez une augmentation du ruissellement qui ne va pas dans le bon sens. Vous avez une structure du sol qui favorise le ruissellement, il y a moins d'eau qui descendra dans les nappes. Donc vous voyez que ce que nous allons, nous humains, utiliser, c'est-à-dire l'eau dans les rivières ou l'eau dans les nappes, va dépendre aussi de notre manière de gérer la surface du sol et le sol lui-même. Donc on ne peut pas parler de gestion de l'eau sans parler de gestion des sols. Et les sols, c'est une infinie diversité de sols très superficiels jusqu'à des sols très profonds, voire des zones humides. Donc vous voyez, tout ceci fait que parler de la gestion de l'eau toute seule est un résumé commode, mais beaucoup trop raccourci. Voilà un petit peu. Et je rappelle que les rivières, quand on est l'été, que les plantes pompent l'eau dans les sols et qu'il pleut moins, hein, il n'y a aucune eau qui descend. Et ce qui fait couler les rivières, c'est les eaux souterraines. Donc vous voyez l'importance de ce qu'on ait le maximum d'eau qui arrive aux eaux souterraines en période hivernale. Alors, la région Bretagne, effectivement, c'est pas tout à fait représentatif de la France. Nous sommes sur une zone de socle. C'est des roches très anciennes, et ces roches très anciennes sont très majoritairement imperméables ou peu perméables, hein, ce qui fait que les eaux souterraines sont peu abondantes. C'est ce qu'on appelle une fracturation de fissures. L'eau se vient uniquement dans les fissures. C'est pas du tout comme du calcaire ou de la craie où la roche a une capacité d'absorption dans la masse. Ici, quand vous avez un granit, il y a de l'eau, très peu d'eau, mais dans les fissures, et il n'y en a pas dans la roche. Alors, bien sûr, il y a toujours des nuances. D'abord, la géologie en Bretagne est assez variable entre des schistes, des granites, et je simplifie, des zones un peu alluvionnaires, des zones, par exemple, le pays de Roscoff, où le granit a été érodé sur une hauteur relativement importante, 15-20 mètres, et où là, vous avez des nappes un peu plus importantes dans cette dégradation du granit, ce qu'on appelle l'arène granitique. Donc voilà, il y a déjà une première singularité, peu de potentiel de stockage d'eau souterraine. Ensuite, ça c'est vrai sur l'ensemble de la Bretagne. Alors c'est vrai sur l'ensemble de la Bretagne. Et puis la deuxième différence, c'est que la pluviométrie en Bretagne, elle est assez contrastée. Finalement, en simplifiant, vous avez l'ouest, où il pleut pas mal, et puis vous avez le bassin de Rennes, où il pleut moitié moins. Et donc vous voyez déjà que pour qu'il pleuve beaucoup, il pleut aussi l'été. Et les rivières de l'ouest régional ont leurs eaux souterraines et souvent un peu d'eau de pluie, alors que sur le bassin rennais, je dirais, l'affaire est en gros, allez, elle est pliée, pour être rapide, fin mai, on sait à peu près où on en sera en septembre. Donc, une région qui est assez diversifiée, mais qui finalement dépend très très majoritairement de ces rivières. Si vous voulez, l'eau potable, elle est prélevée en Bretagne à hauteur des 2/3, voire parfois un peu plus, dans les eaux de surface, que ce soit des eaux de rivière qui coulent ou des eaux qu'on a stockées dans un barrage, et 1/3 eau souterraine. La proportion du reste de la France, c'est complètement inversé. C'est 1/3 eau de surface, 2/3 eau souterraine. Vous voyez, on est déjà assez différent de l'importance que nous attachons à cette gestion de l'eau. Et puis, autre exigence, c'est que nous sommes relativement vulnérables à des périodes de sécheresse un peu prolongées, comme nous avons connu l'année dernière, comme nous en connaissons depuis le 10 mai. Donc, du 10 mai à aujourd'hui, il n'est pas tombé plus que 15-20% de la pluviométrie. Donc, les plantes ont soif, mais ce dont on est sûr, c'est que nos rivières, elles ne dépendent plus que des eaux souterraines. Et donc, le débit diminue assez rapidement en ce moment.
qu'est-ce qui se passe dans les 50 dernières années, indépendamment des rivières? Première approche, les températures, elles ont augmenté en Bretagne, 0,7 degrés du côté de Brest, 1,2 degré du côté de Rennes. Toujours le même gradient. Les pluies, elles n'ont pas beaucoup changé en hauteur cumulée. Il pleut parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins en Bretagne, mais il n'y a pas de différence très marquée au jour d'aujourd'hui. Hein. Par contre, ce que l'on note, c'est la régression du crachin breton, ces petites pluies très fines, au profit de pluies plus marquées. Alors, c'est quoi une pluie plus marquée? On en a une définition scientifique, comme toujours. On comptabilise les jours où il pleut plus de 10 mm, 1 cm d'eau. À l'échelle de l'année, ces jours à plus de 1 cm d'eau en 24 heures, ça représentait 15% de la hauteur d'eau tombée dans l'année. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 40%. Donc vous voyez, le régime des pluies, il a changé. La saisonnalité des pluies a un tout petit peu bougé. Donc vous voyez, il y a des choses qui ont déjà changé. Et les climatologues disent, la Bretagne, on est bien embêté avec elle. En gros, on pense que la moitié est va continuer comme le reste de la France, c'est-à-dire évolution, réduction des pluies, températures qui vont continuer à augmenter. La partie ouest, elle, va évoluer beaucoup moins, voire relativement peu. Bon. Ça, c'est ce que disent les climatologues. Sur ce qui va se passer sur les rivières, les climatologues disent des choses. Je ne pense pas qu'ils aient forcément tous les éléments parce que, encore une fois, le sol est un élément clé dans le fonctionnement. Le sol, parce qu'il peut ruisseler plus ou ruisseler moins, stocker plus ou stocker moins, et que donc contribuer à l'infiltration ou moins contribuer à l'infiltration. Donc vous voyez que l'équation elle-même n'est plus une équation seulement température et pluie, il faut y rajouter le paramètre sol. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Alors moi, je suis parti en Seine-Saint-Denis, je dis voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans en Bretagne? Il fallait trouver des points de mesure qui disposaient de 50 ans de données et que les 50 ans de données représentent quelque chose. Vous comprenez bien que quand une rivière a son débit qui est diminué en hiver parce qu'on stocke dans un barrage et augmenté l'été parce qu'on lâche de l'eau pour faire du prélèvement d'eau potable, ce n'est pas des données qui sont très fiables. On ne les utilisera pas. Les rivières navigables, on sait très mal, on ne sait pas mesurer la période de faible débit. On les a écartés. Bref, il fallait aussi regarder des critères de qualité. C'est-à-dire que le débit, ça paraît tout simple comme ça. Il y a une technique derrière. Cette technique est couverte par une norme ISO internationale qui, par exemple, exige que l'on fasse en moyenne 6 mesures de débit par an, tous les ans, pour vérifier que ce qu'on va dire pour 365 jours soit représentatif. Or, on est très loin du compte sur beaucoup de rivières en Bretagne. Et donc, voilà, après avoir travaillé, j'arrive à 12 sites à peu près répartis en Bretagne sur lesquels les critères qualité sont atteints sur 50 ans. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend tout un tas de choses. La première chose, c'est que le débit, le volume annuel écoulé a bougé. Sur un tiers de la région, il n'a pas changé en 50 ans. Sur un premier tiers, il a augmenté de 10 à 20%. Et sur un dernier tiers, il a augmenté de plus de 20%. Donc il se passe des choses. Et c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, on ne s'attendrait pas à ce que, avec une pluviométrie qui ne change pas, avec une température qui a augmenté,
que le volume d'eau qui passe dans une rivière au même endroit est augmenté. Première surprise. Ça, les climatologues ne l'avaient absolument pas raconté. Alors, en fait, quand on commence à rentrer dans l'analyse, on va trouver une partie au moins de la clé du problème. Deuxième point de regard, on reprend la crue la plus forte de chaque année. Et on regarde ce qui se passe. Est-ce que la crue la plus forte pendant 50 ans est constante, en augmentation, en diminution? Alors, les crues, elles sont très variables d'une année sur l'autre. Enfin, ici, les gens se souviennent de 2000 ou de 2014, où il y a des grandes crues. Mais quand on prend la plus forte de chaque année, ces phénomènes qui arrivent assez rarement sont gommés. Ce n'est pas cela qui donne du poids à l'évolution. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'en fait, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, d'une manière générale, les crues annuelles ont augmenté de 4 à 5 pour 1000 par an. Donc sur 50 ans, ça fait 20-25%. C'est pas l'épaisseur du trait cette fois-ci. Et sur quelques rivières, c'est 1% par an. Donc le débit, qui était par exemple de 10 mètres cubes secondes en crue, il est passé à plus de 15 mètres cubes secondes. Alors ça interpelle et ça explique en partie que le volume écoulé annuel augmente. Alors pourquoi? Alors ça, c'est un travail qui est en cours, qui est compliqué, parce que si on veut faire les choses avec rigueur scientifique, il faut creuser. Mais en gros, l'explication, c'est les pluies importantes sont plus représentées aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc là, les climatologues nous amènent une explication. Deuxième explication, il y a plus de ruissellement, c'est-à-dire pour la même pluie, le volume ruisselé est plus important. Et ça, l'explication, elle est relativement simple. On a des sols qui sont sensibles au ruissellement. La carte de Bretagne montre qu'on est une des régions les plus sensibles au ruissellement. C'est lié à la minéralogie de nos sols et c'est lié à la perte de matière organique de nos sols. Là aussi, la Bretagne est une zone qui a énormément perdu de matière organique dans les sols. Et donc, lié au fait qu'on a retourné les prairies, lié au fait qu'on a labouré un peu, probablement un peu trop, qu'on n'a pas fait l'attention qu'il fallait à la matière organique des sols. Vous voulez, l'agriculteur, le passage de la stabulation sur fumier à la stabulation sur faux salisier fait que le cycle de la matière organique dans l'exploitation a complètement changé. Et donc, deuxième explication, c'est on a accru le ruissellement et donc on augmente la quantité d'eau. Donc le bilan, vous voyez, il y a moins d'eau pour les plantes et il y a moins d'eau pour les nappes qui vont au-dessus. Et la capacité de stockage des sols a diminué. On a un troisième phénomène sur les crues, c'est le fait que le temps entre la pluie, le maximum de la pluie, si vous voulez, le maximum de la crue, a tendance à se raccourcir. Ce qui fait que l'eau arrivant plus vite, la même quantité d'eau, vous voyez, le moment, le maximum est plus important. Explication. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que ce phénomène-là est plus marqué dans l'ouest régional qu'à l'est. C'est la disparition des haies. Les haies, elles venaient ralentir. Quand vous aviez une haie tous les 100 mètres et que vous êtes aujourd'hui à une haie tous les 500 mètres, ça ne vous étonnera pas, un, qu'il y ait du ruissellement en plus, deux, que l'eau mette moins de temps à arriver à la rivière. Et donc, cette augmentation des crues, cette augmentation du volume qui passe dans les rivières, elle est liée à la façon dont on a géré l'espace agricole breton. On va me dire, oui, mais on a beaucoup construit. Ouais, mais il se trouve que les points de mesure que j'ai sélectionnés sont des points de mesure qui sont
à l'amont du littoral, à l'amont des zones principalement urbanisées, et on ne peut pas dire que le centre-Bretagne ait connu une explosion de l'urbanisation. Ou alors vous me prévenez, j'irai voir, mais il y a beaucoup de cantons ruraux qui ont pas significativement évolué en surface imperméable. Ce n'est pas eux qui sont en cause. Donc voilà, vous avez donc, avec le changement climatique, un carambolage, un révélateur que cette évolution des rivières elle n'est pas seulement liée au climat et qu'on l'a complètement sous-estimé. Par contre, si on se projette, c'est très inquiétant. On aura des inondations, entre guillemets, courantes qui sont en train de devenir de plus en plus fortes. Alors, on sait qu'il n'y a pas un effet sur les crues rares, mais si les crues courantes deviennent rares, c'est quand même un souci. Moi, j'avoue que pour moi, ça m'interroge. Alors, dans les autres choses qui ont été regardées, c'est à quelle date commence l'étiage. Alors, l'étiage, c'est la période où les débits sont bas. Il y a une norme scientifique pour définir ce que c'est cette période de bas débit. Là aussi, je me réfère à des publications scientifiques parce que c'est pas la peine d'inventer un truc. Et ce qu'on constate, c'est que la Bretagne est coupée en deux. Vous avez une ligne qui va du nord-ouest au sud-ouest. Vous êtes en dessous de cette ligne. La date du début d'étiage, la date du début des basses eaux ne change pas. Vous êtes de l'autre côté. Alors ça va concerner finalement les Côtes d'Armor et l'île-et-Vilaine, où finalement la date où les débits commencent à être bas a avancé de 10 jours en 50 ans. Donc là, on a une trace, effectivement, du changement climatique qui est plus marqué. C'est pas intuitif, hein, cette diagonale est un peu surprenante, mais j'ai pas encore trouvé l'explication, mais on va fouiller. Hein. Et puis la dernière chose, c'est la durée. Pendant combien de temps ces rivières coulent peu? Et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît bien, c'est la séparation ouest-est. Hein, pas de surprise. Eh bien, à l'ouest, la durée, elle n'a pas franchement changé parce qu'il y pleut beaucoup plus et que finalement, le retour des pluies a toujours le même effet. Et puis à l'est où il ne pleut pas, eh bien, on constate que la durée de ces périodes de faible débit augmente là aussi d'une dizaine de jours. Donc, dans le nord de la France, il est effectivement prévu une réduction de l'écoulement annuel de 10 à 20%. La seule chose, c'est comment a été construit ce résultat et est-il applicable en Bretagne? Alors, ce résultat a été construit, à ma connaissance, sans se caler, sans revenir sur l'évolution de l'hydrologie des 50 dernières années. Ce résultat n'intègre pas, à ma connaissance, la complexité de l'interface sol et les évolutions régionales de cette interface sol. Si je vous dis que la teneur en matière organique de la Beauce a plutôt augmenté, alors que la teneur en matière organique de la Bretagne a nettement baissé, voilà un paramètre qui a évolué de façon totalement divergente. Donc je pense que mon analyse est plus fine. Alors quand tout à l'heure je vous ai parlé, je vous ai évoqué l'évolution passée. Il est probable qu'on observe dans le futur une évolution neutre de l'écoulement annuel, dont je vous ai dit qu'il avait augmenté, chose que Georges Douzel n'a jamais vue, que les débits d'étiage vont probablement un tout petit peu diminuer. Ça va dépendre notamment de la façon dont le régime des pluies estivales va changer dans l'ouest. Donc, et je vous ai expliqué aussi comment les climatologues sont bien embêtés parce qu'ils sont à la limite de 2 zones climatologiques dans leur modèle et qui ne savent pas exactement où cette limite est. Donc il y a pas mal d'incertitudes. Moi j'ai tendance à dire, allez, sur la période d'étiage, mettons moins 10%, moins 20% maximum. Mais vous voyez, je suis moins alarmiste compte tenu de notre situation et sur la base d'analyses. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les scientifiques de l'INRAE, les spécialistes autrefois de IRSTEA.
euh, qui avait publié un travail sur ce sujet-là, France entière, il y a quelques années. On a discuté des données utilisées. Et ils ont découvert que j'étais rigoureux. Et donc que j'avais écarté tout un tas de choses qui n'étaient pas pertinentes. Donc j'ai tendance à penser que mon analyse est plus précise et plus exacte qu'eux. Mais si vous voulez, quand vous ignorez qu'à l'amont de tel point de mesure, il y a une industrie qui s'est installée et qui s'est mise à consommer de l'eau. En hiver, ça ne se voit pas. En été, ça se mesure. Moi, je dis, là, je ne peux pas reconstituer sur 50 ans le prélèvement d'eau potable, donc j'écarte. Et la personne qui va prendre le même site va dire, ah, disons, le débit a diminué de façon énorme. Ben oui, il y a un prélèvement d'eau potable. Donc, si vous voulez, pour utiliser des données, il faut toujours se poser une question compliquée. Quelle est sa représentativité ? J'ai un exemple en tête, parce qu'il y a une publication sur ce sujet-là, qui est la petite rivière qui alimente Fougères en eau potable. Le point de mesure est à l'amont de la prise d'eau potable, à l'aval des drains qu'utilise la ville de Rennes pour s'alimenter en partie en eau potable. La ville de Rennes, depuis quelques années, cesse d'utiliser ces drains quand la ville de Fougères commence à manquer d'eau. Donc vous voyez, cette gestion-là, elle n'est pas très ancienne. Donc elle impacte un petit peu. Il y a un peu plus d'eau l'été qu'avant. Mais le site de mesure, en fait, il a été reporté 300 mètres à l'amont. Et entre l'ancien site de mesure et le nouveau site de mesure, le bassin versant, il y a un cours d'eau qui arrivait. Ça fait 12% du bassin versant. L'écoulement annuel, il a baissé de 14%. Précision de la mesure, 12% de bassin versant en moins, 14% de débit écoulé, c'est pareil. Certains ont conclu, l'écoulement a baissé, le changement climatique fait que ça a baissé de 14%. Je dis attention, c'est encore plus compliqué que ça. Vous avez le changement du site de mesure, vous avez l'effet de l'arrêt du prélèvement des drains dans la forêt de Fougères. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut décortiquer le système pour avoir une vision rigoureuse. Moi, ce que je reproche à beaucoup de gens, c'est de faire des déclarations sans aller essayer de décortiquer le système. Ensuite, quand vous décortiquez, vous pouvez rater quelque chose. Je suis parfaitement capable d'avoir oublié un truc. Mais en permanence, j'essaye d'utiliser toutes les données publiques pour essayer d'éviter ces difficultés. Incontestablement, le changement climatique a des effets, d'ores et déjà en Bretagne. Je vous en ai donné 4 types d'exemples. Il y en a un 5e, mais là on rentre dans le fin du fin. C'est finalement le nombre de jours de moyen débit, de débit ni trop bas ni trop fort, le nombre de jours de moyen débit a tendance à se raccourcir. Ça, c'est plus préoccupant. Ça veut dire qu'on passe beaucoup d'eau pendant les crues, mais quand on a fini la crue, il coule moins d'eau. Oui, les canaux poseront des problèmes d'alimentation en eau. Déjà l'année dernière, il y a eu arrêt de navigation. Si vous voulez, les canaux posent plusieurs types de problèmes. Les canaux ont besoin d'eau pour la navigation. Il faut garantir une hauteur d'eau dans chaque bief, c'est dans chaque baignoire communiquant par une écluse avec la baignoire d'en dessous. Ces baignoires, en même temps, elles sont larges, l'eau y est plus chaude, donc l'eau s'y évapore. C'est clair que s'il n'y avait pas cette grande baignoire, on aurait un petit cours d'eau qui serait 3 fois, 4 fois moins large et ça évaporerait sensiblement moins. Et puis cette eau plus chaude, si vous l'utilisez pour faire de l'eau potable, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, sur l'Aulne,
l'eau, la qualité de l'eau pendant les périodes de canicule de l'année dernière posait problème. Hein. Donc il faut bien voir que il va y avoir, dans les années qui viennent, un vrai arbitrage, déjà pour dire quels sont les canaux où il y a une vraie fréquentation, un vrai enjeu économique, et puis les canaux où d'autres enjeux mériteraient qu'on arrête la navigation. Il ne s'agit pas de tout casser, mais il s'agit de gérer autrement. Y a-t-il un vrai enjeu économique, voire patrimonial? Y a-t-il des effets positifs, négatifs? Quel attachement culturel on a? Et les décisions humaines sont à la rencontre de ces points de vue. Et n'oublions pas, la capacité de l'homme à accepter les changements est compliquée. C'est clair que la sécheresse de 2017, qui a surtout concerné l'Est régional, a fait beaucoup bouger de ligne. Que 2022 amène un discours beaucoup plus attentif à ce que nous disons. Pour autant, je dirais, un certain nombre de secteurs d'activité restent convaincus que il faut nourrir la planète et, mon Dieu, s'il y a des pesticides et des métabolites de pesticides dans l'eau potable, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet peut-être pour eux, peut-être que pour la population générale, c'en est un. En tout état de cause, pour nous, c'en est un. On rappelle que sur l'amiante, le déni a présidé pendant de nombreuses années et que la France était très en retard. Donc le propos d'Eau et Rivière vis-à-vis des élus, c'est d'essayer de les informer. Mais si vous voulez, nous sommes amenés à constater qu'il y a un contexte sociopolitique régional. Je ne vous fais pas de dessin sur une agriculture très intensive, très chimique, très dépendante des importations d'aliments d'ailleurs. Il y a aussi, chez beaucoup d'hommes politiques, un défaut de culture scientifique. Regardez les curriculum vitae de nos hommes politiques. Ils ont fait Sciences Po, ils ont fait du droit. Si vous en trouvez beaucoup qui ont fait un cursus en matière de biologie et d'écologie, vous me prévenez, c'est une très très faible minorité. Alors, ce qui ne veut pas dire que les élus soient indifférents. Hein. Quand vous avez la responsabilité de l'eau potable, en général, ça vous fait déjà évoluer dans le discours. Donc, les instances de l'eau, principalement le comité de bassin Loire-Bretagne et les commissions locales de l'eau de tous les sages bretons. Les sages, c'est les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. C'est, je dirais, essayer d'ajuster le droit de l'eau au contexte du grand bassin versant. Hein, c'est dire comment on doit appliquer le droit de l'eau pour améliorer sa qualité, faire qu'on ait des milieux en bon état pour qu'on puisse utiliser le mieux possible l'eau. Et là, même chose, gros travail d'acculturation, mais c'est plus simple. Et tous les intérêts socio-économiques qui sont représentés, les associations d'environnement et de consommateurs y sont également représentés. C'est un univers où, je dirais, il est plus facile de parler, mais là encore, pour nous, on est obligé de constater qu'un certain nombre d'acteurs socio-économiques restent convaincus que leur activité n'a pas d'effet. Pendant au moins une décennie, les milieux agricoles ont financé un bureau d'études pour expliquer que les algues vertes, c'était le problème des stations d'épuration urbaines. Alors qu'il était connu, établi de façon fiable par les scientifiques, que plus de 90% des flux de nitrates étaient d'origine agricole. Vous voyez comme quoi les fake news, c'est pas nouveau, que c'est institutionnel aussi, et que notre boulot, c'est de lutter contre les fake news, c'est d'essayer de dire aux gens, on peut vivre aussi bien en vivant différemment.
hein, et d'expliquer que ce n'est pas des bouleversements, que la gestion de l'eau, c'est un regard différent, c'est réadapter des choses qui existaient, certes, il y a 100 ans, 150 ans, mais dans un univers totalement différent. Je vais vous donner un exemple. Les moulins. La Bretagne est une région où il y a énormément de moulins. Mais les moulins étaient gérés. Il y avait une crue, on ouvrait les vannes et on laissait passer la rivière. Quand il y avait des rivières, les moulins se coordonnaient pour, quand on faisait vider un étang à l'amont, pour que tous les moulins utilisent intelligemment l'eau successivement pour produire du grain à moudre, en fait, du grain moulu. Et ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, tous ces moulins, ils n'ont plus d'usage. Donc, par exemple, en crue, on ne les ouvre pas. Et donc, vous avez un type d'ouvrage qui, n'étant plus géré de la même manière, pose des problèmes qui ne se posaient pas il y a 150 ou 200 ans. Parce que, comme par hasard, je vais vous donner un exemple, les poissons, ils se mettent à bouger au début et à la fin de la crue. Surtout à la fin de la crue, quand la vitesse de l'eau se ralentit, ils se mettent à remonter. Quand les vannes étaient ouvertes, ils passaient. Maintenant, elles sont tout le temps fermées. Ils ne passent plus. Donc, vous voyez comme quoi l'évolution sociétale conduit aussi à créer des désordres, entre guillemets, dans la ressource en eau aujourd'hui. Donc, les produits phyto, ça n'existait pas il y a 50 ans. Donc, tout ça fait que la gestion de l'eau aujourd'hui appelle à un retravail, non pas pour dire vous avez tort, mais il va falloir qu'on change des choses. Il va falloir qu'on s'occupe de la matière organique des sols. Rendez-vous compte qu'à l'échelle de la parcelle, la perte de matière organique des sols en Bretagne, c'est de l'ordre de 10 à 15 mm de stock, donc 1 cm à 1,5 cm de stock en moins dans les sols. Ça veut dire 4 jours, 5 jours de consommation quand il fait très chaud. C'est pas négligeable du tout. Et donc, quand j'entends la profession agricole qui commence à s'inquiéter de devoir stocker de l'eau, je commence à dire, mais attendez, c'est bien de vouloir stocker de l'eau de votre point de vue, mais qu'avez-vous fait de vos sols? Si vous vous contentez de vouloir réclamer de l'eau à votre profit en continuant vos pratiques désastreuses, comprenez que nous ne soyons pas d'accord. Donc vous voyez, il y a besoin là aussi de discuter, de mettre en rapport, de comprendre les effets. Hein, parce que moi, je suis frappé du nombre de cas de coulées de boue en Bretagne. Des coulées de boue sur la route, des fois sur les habitants. Enfin, oui, mais si on gérait les sols un peu différemment, on aurait beaucoup moins de coulées de boue. Donc beaucoup moins d'ennuis pour la... Vous voyez, comme quoi, une pratique qui semble commode pour les exploitants a des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables et qui ont des conséquences surtout de moyen et de long terme qui, elles, sont importantes. Donc voilà, nous avons une vision peut-être plus claire de la complexité. Autre exemple, les zones humides. Eh bien, on sait que 70% des zones humides ont disparu. Or, c'était un régulateur puissant de la ressource en eau. Donc là aussi, il ne faut peut-être pas s'étonner complètement d'avoir plus d'écoulement en crue qu'autrefois. Il y a tout un tas de chantiers et on ne les pose pas en termes d'agression, mais on se dit, nous demandons que ceux que nous interpellons écoutent et cessent de voir une économie de court terme comme seule réponse. Moi, je suis frappé de voir que, M. Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne, a, au fil de ses prises de responsabilité, pris des discours plus nuancés, plus complexes, parce que ça se découvre. Il faut faire découvrir la complexité du métier agricole aux citoyens. Je suis ingénieur agronome, je pense que j'ai une petite idée de la complexité. Il faut faire découvrir à l'agriculture
que son activité est loin d'être sans effet possible. Et il n'y a pas une agriculture, il y a des hommes, des individus, certains qui sont convaincus, d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, il n'y a pas des bons et des mauvais, il y a des hommes. Et chez les hommes, il y a de tout. Si vous voulez, première chose qu'il faut savoir, c'est que réchauffement climatique, ça veut dire augmentation de la température de l'eau. Et que les salmonidés, à partir de 25 degrés de l'eau, ils meurent. Il n'y a plus assez d'oxygène, ils fichent le camp, ils essayent de se réfugier dans les endroits à peu près frais. Mais clairement, voilà, si on ne fait rien, on va vers une disparition. On va avoir, je dirais, des carpes, des tanches qui vont remonter dans les rivières, là où ce sont normalement des rivières à salmonidés. Donc, dans les petits cours d'eau à l'amont, ce qu'on appelle couramment le chevelu, les têtes de bassin versants, on observe des assecs qui condamnent la vie végétale, qui condamnent les insectes qui vivent dans les milieux aquatiques ou les larves d'insectes, qui font que les poissons descendent et se concentrent sur les grosses rivières. Et dans les grosses rivières, il y a moins d'eau, donc on se frotte les nageoires du bas, on a la nageoire du haut qui prend l'air. L'habitabilité globale est moins bonne. Comment mesure ça? Il faudrait avoir là des données sur du très long terme. Or, les données qu'on mesure par l'indice poisson, qui vise à regarder la répartition par classe d'âge et par classe de taille de différentes espèces, c'est pas une pratique qui est assez ancienne. On dispose d'une quinzaine d'années de données. Donc on a du mal à voir, mais ce que l'on sait, c'est que globalement, la faune piscicole, elle se dégrade, que la faune des insectes qui servent, les larves d'insectes servent à manger aux poissons, alors se dégrade encore plus, parce que la partie aérienne subit l'effet des insecticides. Donc on est globalement vers des milieux aquatiques qui s'appauvrissent, qui se dégradent, dont la vie fonctionne moins bien. Donc la capacité à digérer nos pollutions, à digérer nos excès diminue. Donc voilà, on creuse un petit peu notre tombe là en matière d'eau. Donc voilà ce qu'on peut dire, et je suis désolé de ne pas être plus précis, hein, mais si je prenais qu'un exemple, on a fait des tas d'efforts pour faire revenir le saumon dans les rivières de Bretagne. On ne peut pas dire que le résultat soit à la mesure. Je dirais qu'à la limite, quand on a fait des efforts, ils ont été compensés par la dégradation d'à côté. Alors c'est déjà très bien d'avoir parfois réussi à maintenir la situation. Mais voilà, on a bouché un trou pour en creuser un à côté. Évolution de la flore, ce qu'on va voir, il y a deux évolutions qui sont problématiques. Eau chaude sur des eaux qui l'été sont appauvries en nitrate, ça veut dire cyanophycées. Les cyanophycées... Ce qu'on appelle les cyanobactéries. Voilà. Et donc, c'est des espèces qui émettent des toxines. Il faudrait s'attendre à des accidents sanitaires. Moi, j'ai eu connaissance d'un certain nombre d'accidents sanitaires, pas en Bretagne l'été dernier, parce qu'on n'a pas pu faire l'enquête, mais sur des chiens qui vont se baigner, qui boivent, et qui décèdent dans les 48 heures. On aimerait bien lancer une enquête auprès de tous les vétérinaires, mais là, encore une fois, il faut qu'on explique. C'est lourd, mais c'est une vraie question. Ça veut dire plus de baignade, parce que ça devient dangereux. Les activités nautiques deviennent également dangereuses. Donc, vous voyez, la température a un effet. Il y a également des évolutions sur le fait que, ayant moins d'oxygène dans l'eau, puisque l'eau est plus chaude, en fin de nuit, on arrive à des teneurs très basses, et là, y compris les végétaux se mettent à pourrir. Donc, si vous voulez, on a tout un tas de phénomènes liés à l'augmentation de la température de l'eau, donc une moindre teneur en oxygène, donc des problèmes de vie piscicole, de vie générale, qui vont toutes dans le mauvais sens. Alors
Alors, le débit réservé, normalement, quand le débit d'un cours d'eau passe en dessous de 10% de l'écoulement moyen annuel. Je suis désolé, il y a des mots techniques, ça s'appelle le module, hein, mais pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, voilà, on prend le volume écoulé d'un cours d'eau, on le divise par 365, on le divise par 86 400 secondes, et on a le débit moyen annuel, ou module. Quand le débit d'un cours d'eau passe en dessous de 10% du module, on doit théoriquement arrêter les prélèvements. Dans la pratique, ce n'est pas toujours simple parce que, en particulier dans la partie est de la région, naturellement, on est en dessous de ce dixième du module, pratiquement une année sur deux, parfois plus. Donc vous voyez qu'il y a une vraie tension. Ce n'est pas par hasard que des barrages ont été construits. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les rivières. Les gros besoins, on ne pouvait pas les assurer avec les rivières parce qu'on allait buter sur ce dixième du module. Alors, quand le débit passe en dessous de cette valeur, entre l'eau potable et les milieux naturels, la loi a dit, le plus important, c'est quand même la sécurité civile, la santé, l'alimentation en eau potable des populations. Donc, les préfets dérogent et autorisent à aller jusqu'au 20e du module. C'est pas que ça nous enchante, mais on est réaliste. Pour ça que nous sommes très actifs pour dire attention. Attention à être sobre, attention à refuser des projets qui se traduiraient par des augmentations importantes de prélèvement d'eau. Clairement, le contentieux Bridor à Liffré, c'était 200 000 m3, j'arrondis, c'est un petit peu moins, d'eau potable supplémentaire dans un secteur de la région où on est déjà en très grande tension, où il y a beaucoup de barrages. Il y en a 3 sur la Haute-Vilaine. Il y a le barrage de la Chaise qu'on n'arrive pas à remplir, donc on va pomper dans le Meux pour le remplir. Il y a le barrage de Refemel. Donc on a stocké beaucoup d'eau. Il faut peut-être se poser cette question quand les barrages, une fois de temps en temps, on les vide pour vérifier que le génie civil est bon. Donc cet hiver-là, on ne pourra pas remplir. Donc vous voyez, il faut qu'on ait une marge. Tout ça conduit à dire il ne faut pas gérer n'importe comment le futur. Parce que, normalement, cette limite de 1/20 du module, de ce débit moyen interannuel, ne doit pas dépasser. On est obligé de constater qu'il y a des endroits où on va plus loin. Je vais vous donner un exemple où on va plus loin. C'est sur le Goyan à Pont-Croix. Il y a une usine d'eau potable pour le syndicat du secteur qui est pratiquement en dérogation une année sur deux. Nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons qu'une année sur deux, il y a d'autres solutions à trouver pour arrêter de tirer trop sur cette rivière. Or, quand on regarde la mesure, il y a une station de mesure juste 20 mètres à l'aval de la prise d'eau. Donc on connaît très bien cette prise d'eau. On constate qu'on descend en période estivale jusqu'au 40e de ce débit moyen annuel pendant 15 heures, 18 heures par jour. Puis on remonte quand l'usine s'arrête. Bon, nous avons là un dysfonctionnement de l'État qui autorise des choses qui sont inacceptables. Parce que la loi a dit des choses. Elle a donné les usages prioritaires. Elle a dit, une fois ces usages prioritaires, c'est le bon fonctionnement des milieux naturels. Et je vois bien qu'on arrive aux limites là. Eh bien, c'est les usages économiques qui passent après. Donc vous comprenez bien que quand on voit des usages économiques s'ajouter, on se pose des questions. Quand j'entends la profession agricole dire « il nous faut des réserves supplémentaires », moi je dis
c'est pas compliqué de s'apercevoir que dans la moitié est régionale, il n'y a même pas d'eau disponible en hiver. L'eau disponible en hiver, on la stocke. Ou alors, il faut aller pomper le maximum des crues. Mais des crues, il n'y en a pas tous les ans. Donc qu'est-ce qu'ils feront les années où il n'y a pas de crue d'hiver? Et ça existe les années sans crue d'hiver. Donc si vous voulez, l'Est régional, nous savons d'ores et déjà que le potentiel pour faire des stockages agricoles, c'est zéro. Dans l'Ouest, nous sommes extrêmément prudents. Hein. Nous disons déjà, si c'est pour faire du maïs comme les Charentais ou les Deux-Sévriens, c'est non. Parce que l'eau est un bien qui est suffisamment rare et précieux pour en faire des choses qui en valent la peine. On va être amené à discuter. Nous aimerions pouvoir discuter, et nous aimerions discuter autour de bases techniques et non pas autour d'affirmations, parce que quand on commence à creuser les choses, on s'aperçoit qu'en matière de gestion de l'eau, il y a 15% de la consommation d'eau en Bretagne qui est sous les radars. Et que dans ce 15%, l'essentiel est une consommation agricole. Donc nous nous posons des questions. Ouvrons les portes. Mais si vous voulez, on considère aujourd'hui que en matière agricole, on a un trou noir d'environ 50 millions de mètres cubes. Le volume d'eau prélevé par le monde agricole en Bretagne est très partiellement connu. Il y a l'eau qui est prélevée pour l'irrigation, elle est à peu près connue sur ouvrage privé. Il y a l'eau qui est prélevée par les serres, qui est un sujet déjà plus mystérieux. Ça représente quelques gros millions de mètres cubes. Alors, une partie, c'est de l'eau pluviale récupérée. Une partie, notamment chez les petits maraîchers, c'est de l'eau potable. Et le reste, point d'interrogation. Il y a l'eau qui est prélevée sur le réseau public. Nous avons une indication à partir d'études qui ont été réalisées par Eau des Côtes d'Armor, un syndicat d'eau potable des Côtes d'Armor, qu'on a extrapolé à l'échelle de la Bretagne, c'est de l'ordre de 45 millions de mètres cubes. Il n'y a plus rien. Et puis, il y a l'eau qui est prélevée sur source, en rivière ou par forage dans les élevages. Là, c'est la bouteille à l'encre totale. Alors, moi, j'estime que, compte tenu du besoin de l'élevage, qui est estimé autour de 100 millions de mètres cubes, je déduis ce qui est prélevé dans l'eau potable, j'arrive à une cinquantaine de millions de mètres cubes. Thierry Burlot, voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait effectivement déduit ce qui est une consommation estimée. Donc, on a un vrai... Alors, je vais rentrer dans des détails, expliquer pourquoi. Première chose, les prélèvements d'irrigation sont soumis à redevance de l'Agence de l'eau dès lors qu'on prélève plus de 7000 m3 d'eau par an. Comme la plupart des ouvrages d'irrigation en Bretagne sont relativement récents, les foreurs déclarent, les administrations, les DDTM autorisent, et donc les gens déclarent à l'Agence de l'eau. Sur l'irrigation, on connaît raisonnablement les prélèvements. On sait que suivant les années humides, c'est 7 millions de mètres cubes, les années sèches, c'est 14 millions de mètres cubes. On a une assez bonne idée. Les serres, mystère, boule de gomme, parce que c'est pas vraiment compté comme l'irrigation. Voilà, à creuser. Les élevages, eh bien, il n'y a pas de redevance actuellement sur les prélèvements pour les élevages. L'Agence de l'eau, interrogée, nous dit « Ah, il n'y a pas de redevance spécifique ». On dit « Mais attendez, pour les prélèvements d'eau, il y a deux redevances. Il y a une redevance irrigation. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une redevance pour le prélèvement d'eau pour faire de l'hydroélectricité. Et puis, il y a une redevance autres usages économiques. On ne comprend pas pourquoi l'agriculture n'est pas un autre usage économique.
Et on a une réponse ambiguë de l'Agence de l'eau sur ce point. Donc cette question est en débat actuellement, puisque l'agence va devoir augmenter ses ressources. Nous nous disons que ça serait pas mal qu'on oblige les éleveurs qui ont des ressources privées ou des sources, etc., et qui consomment plus de 7000 m3, déclarent et payent, comme tout le monde, leur prélèvement d'eau. Alors il reste tous ceux qui prélèvent moins de 7000 m3, ce qui est quand même l'énorme majorité. Eh bien là, aujourd'hui, il n'existe pas d'obligation légale de déclarer les volumes. Nous insistons en tant que, je dirais, acteurs de France Nature Environnement pour qu'il y ait une obligation de déclaration annuelle pour ces petits volumes, entre guillemets, 7000 m3, enfin quand vous regardez, ça fait 20 m3 par jour. Hein. C'est pas franchement l'épaisseur du trait. Nous discutons, est-ce qu'il faut mettre ce seuil à 1 m3 par jour? Pourquoi pas? Je pense qu'il y aura de la demande pour que ça soit plus élevé. Partons-nous de 1 m3 par jour, 365 m3 par an, c'est pas rien. Ça fait de la consommation de pas mal d'habitants. Dans la mesure où personne n'avait soulevé le problème, la FRSEA ou les syndicats agricoles majoritaires ne faisaient pas de lobby puisqu'il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'il va y avoir une question, je pense qu'ils vont agir. Ceci étant, on est très loin d'avoir des montants exorbitants. Si vous voulez, pour donner une idée, la consommation d'eau d'un porc entre sa naissance et son abattage, je ne parle pas des truies, hein, du porc charcutier, je dirais, la redevance, ça représenterait 1,50 € par bête. Bon, ça fait quand même pas beaucoup de centimes. Ça fait moins d'1 centime au kilo. On dira oui, c'est un coût de production, mais c'est aussi une exonération que personne ne doit comprendre. Pas de raison que tous les autres usagers de l'eau, vous ne le savez pas, mais dans votre facture d'eau, vous réglez un prix de l'eau et c'est le syndicat d'eau potable, celui qui prélève l'eau, qui le paye. Donc il vous le met dans votre facture. Vous ne le voyez pas, mais vous le payez bien. Donc pourquoi est-ce qu'une activité économique échapperait complètement à la règle commune? Encore une fois, il nous manque l'information sur les petites consommations d'eau. Nous savons que la consommation agricole est importante parce qu'il y a tellement d'animaux par rapport à la population en Bretagne que la question se pose. Des gens qui ont leurs propres ressources et qui sont en dessous de 7000 m3, vous avez des petits industriels qui sont en dessous de 7000 m3. Ce n'est pas un nombre considérable parce que dès que vous êtes dans l'agroalimentaire, quasiment, et un petit producteur, vous allez chercher de l'eau potable. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous mettez dans votre process de fabrication. Bon, les très gros, ils peuvent se payer des usines pour garantir la qualité, mais ils sont très gros, donc ils sont connus. Donc voilà, on a un vrai problème de connaissance des petits prélèvements, et ces petits prélèvements sont très majoritairement agricoles. Ensuite, on va discuter pour savoir si c'est une cinquantaine de millions de mètres cubes. C'est ma conviction. Thierry Burlot pose la question de 100 millions. Voilà, le 100 millions de Thierry Burlot, moi je le connais aussi parce qu'on l'a retrouvé dans des documents du Césaire. Donc ce n'est pas un chiffre fantaisiste, mais voilà, par rapport au Césaire, moi je fais une soustraction.